Salut tout le monde, bienvenue à la table du foot. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entraîneur martiniquais en 2026. Nous avons quatre invités autour de notre table. Mario Boccali, DTR, c'est-à-dire directeur technique régional à la Ligue de football. Mario, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, merci de l'invitation. C'est avec plaisir que je suis là et puis qu'on va échanger autour de ce beau thème. C'est clair. Nous avons également Yannick Desmontil, conseiller technique régional, donc CTR, à la Ligue de football de Martinique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Yannick. Ben, bonsoir Émeric, bonsoir à tous et aux téléspectateurs de Zizi Tata. Nous avons également Dominique Jean, entraîneur de l'Espoir de Sainte-Luce, membre du conseil de ligue et puis représentant des éducateurs à la Ligue de football. Merci d'avoir répondu à notre invitation en étant sur cette table du foot. Merci beaucoup, Émeric. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour aussi aux camarades présents sur le plateau. Voilà, le message est passé. Et puis enfin, nous avons Wilfried Talien, entraîneur adjoint de l'Olympique du Marin en Régional 2. Je suis très content de votre présence parmi nous, Wilfried. Merci, Emric. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation, Emric. Avec grand plaisir. Alors, on va lancer cette émission, messieurs, avec un premier thème. Comment on définit un bon entraîneur en 2026 en Martinique? Petit tour de table. Ouais, un bon entraîneur, c'est complexe. En tout cas, je pense que c'est l'entraîneur qui arrive quand même à optimiser toutes les ressources qu'il a autour de lui. Les ressources forcément des joueurs, mais les ressources au niveau du club et des bénévoles, c'est celui qui arrive pour moi à mettre tout le monde en synergie pour avoir les meilleurs résultats. Tout le monde n'aura pas les meilleurs résultats, mais au moins qui arrive à optimiser le potentiel qu'il a autour de lui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, messieurs? Oui, je peux même, je vais dans le sens de Mario, je vais même rajouter aussi que c'est l'entraîneur qui est capable de s'adapter Hmm. au contexte et qui est, on va dire souvent, on dit ça dans les formations, qui a des compétences, donc le savoir-faire et aussi le savoir-être qui est très important. Mais particulièrement en Martinique, je pense que c'est surtout savoir amener ses joueurs et aussi proposer des séances qui permettent aux joueurs de se retrouver, je dirais. Et puis, je pense on va peut-être en parler tout à l'heure, mais l'assiduité aux entraînements est un des indicateurs aussi qui permet de savoir si le coach est un indicateur, c'est pas le seul, s'il est dans le vrai, entre guillemets. Oui, on pourrait même poursuivre en disant comment définir un bon entraîneur en 2026. Je crois qu'aussi c'est la reconnaissance des joueurs, la reconnaissance des dirigeants, qui eux sont entre guillemets les juges de notre travail. C'est vrai que le résultat final aussi, le week-end est important et nous crédibilise quelque peu, mais l'ensemble des éléments déjà indiqués depuis le début indiquent les paramètres nécessaires pour être un bon entraîneur. Votre avis, Wilfried Talien? Comme disait Yannick, un bon entraîneur aussi, c'est un entraîneur formé, puisqu'en ce moment, nous sommes pas mal à la Ligue de football à passer le BMF. Donc, pour être déjà un bon entraîneur, il faut avoir la bonne formation. Donc, avoir aux formateurs ici présents, Yannick et Mario, ainsi que Charlène qui n'est pas là. Nous avons des bons formateurs. Donc, nous avons les bons outils pour travailler tout au long de la semaine et pour la saison aussi. Alors, j'ai peut-être une question plus précise. Est-ce qu'un bon entraîneur, il faut qu'il soit un excellent communicant? C'est-à-dire que dans le management, dans la gestion des conflits, est-ce qu'il doit avoir les épaules solides? Enfin, quelle posture on doit avoir? Je crois que c'est au quotidien. On a un groupe dont on connaît un petit peu les caractéristiques, des hommes ou des femmes, et il Oui. faut tout le temps être dans l'adaptabilité. On ne peut pas avoir les mêmes discours forcément avec tel ou tel joueur. Et oui, il faut pouvoir accorder ce temps d'écoute aux joueurs. Ce n'est pas tout le temps évident. Ça représente beaucoup de temps sur notre semaine, je dirais, de travail sportif. Mais pour la performance, en tout cas pour une bonne performance, je crois que je pourrais même dire que 80% de la réussite est due aussi à l'échange, à la collaboration, à la communication qu'on pourrait avoir avec les joueurs. Et justement, Wilfried Talien, au sein de votre carrière d'entraîneur, en tout cas, vous avez été face à ça, à la gestion des conflits. Est-ce que vous avez des anecdotes ou bien des conseils à donner aux entraîneurs qui doivent nous écouter, nous regarder? Alors, dans ma jeune carrière d'entraîneur, déjà, moi, je pense, il faut avoir un bon staff, parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et moi, en tant qu'adjoint, et le principal, c'est Cédric Maximin.
Et il est plus dans la communication, dans le social que moi. Donc, chacun a ses points forts. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à régler les conflits avec son collègue, et pas uniquement soi, parce que seul, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est un staff, c'est un groupe, et c'est comme ça qu'on arrive à gérer les conflits, parce qu'on a le joueur lambda qui sort du travail, qui peut être maçon, etc. Bon, il a eu un problème avec sa femme à la maison, il arrive, et il faut gérer ça. Donc, tu ne peux pas faire la séance avec lui comme avec les autres. Donc, c'est un groupe, c'est un staff qui fait qu'on arrive à gérer tout cela. Et Yannick Desmontil, est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur en Martinique a justement les capacités pour gérer ces conflits-là, les moments moins tendres? Alors, je dirais que, oui, pour la première partie de la question, effectivement, la communication, c'est un axe, je pense, fondamental, prépondérant dans l'action de l'entraîneur, comme on dit les collègues. Et les outils, je pense que dans la formation, il y a des outils pour ça, mais il y a une grosse part d'expérience. Et comme j'ai parlé de la capacité d'adaptation du coach, de l'entraîneur tout à l'heure, justement, ça, c'est l'un des outils. Et effectivement, adapter son discours en fonction des publics on a en face, aussi bien avec les joueurs qu'avec les dirigeants et même l'environnement du club au sens large. Donc, cet axe-là, je pense, est effectivement prépondérant. Et pour donner l'anecdote, parce que j'aime bien, j'échange souvent avec des anciens comme Théodore Antonin, qui disait que lui, il peut peut-être faire du rente-dedans entre guillemets un joueur, Oui. mais tout de suite après, il appelle son président pour dire à son président de passer la pommade derrière. Donc, en fait, c'est un peu ça, hein, le levier de direct, un exemple de levier qu'on peut utiliser. Et Mario Boccali, alors, ma question peut être drôle, mais l'entraîneur, il doit plus se diriger vers une figure d'autorité ou bien plus, voilà, un ami, un confident? C'est peut-être pratiquement ce que vous voulez dire sur la chose. Je crois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui pensent que être des amis des joueurs, c'est être un bon entraîneur. Je pense que c'est pas du tout ça. Des fois, il y en a qui sont capables de trancher dans le vif. Je pense qu'on a besoin de ça à un moment donné. Comme Yannick disait, on a besoin de les rappeler à l'ordre d'un moment donné sur des éléments. Et je crois être des fois trop proche, ça veut dire que cette barrière-là, on l'aura franchie, on va pas réussir à remettre de l'autorité. Donc l'idée, alors je dis d'être juste, c'est quelque chose. Yannick parlait d'expérience tout à l'heure là. Wilfried parlait de staff, ça c'est important à un moment donné aussi. Le staff est là pour ça. Dans les staffs, par exemple, pour une anecdote, quand j'étais en sélection senior, ce rôle-là était lié à Fabrice Copernic qui passait, qui échangeait avec les joueurs. Ça. Et moi, j'avais un autre rôle, mais on faisait le débrief de cette partie-là. Donc, je pense que sur l'autorité, c'est quelque chose qui est très important pour garder. On peut décider avec les joueurs. On parle souvent de démocratie participative, mais à un moment donné, c'est le staff qui décide. Donc, il y a ces éléments-là qui sont très importants, mais ce n'est pas le fait d'être le plus coupé avec les joueurs qui va faire qu'à un moment donné, comme disait Dominique, qu'on aura les meilleurs résultats. C'est les résultats qui vont le prouver. Mais à un moment donné, je pense qu'on a un rôle où il faut trancher. Et dans trancher, il faut montrer à un moment donné que c'est le staff technique, c'est nous les patrons. Mais justement, avant de parler des résultats et puis des titres, je tiens quand même à rappeler que Mario Boccali, c'est l'ancien sélectionneur de la Martinique, hein, A, pas les U20. Au niveau du staff, vous aviez un rôle plus d'autorité ou bien comment? Est-ce que le terme autorité est vraiment propre à l'idée? Je dis que l'autorité vient malheureusement de la hiérarchie. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que l'entraîneur principal, quand il est là, il y a une réaction des joueurs. Quand il n'est pas là, même si l'adjoint remet de l'autorité, il y a toujours un petit moment de flottement dans un staff. Donc, c'est naturel chez l'humain. Oui. Donc, à partir de là, je crois qu'il y a des adjoints aussi qui arrivent à faire de l'autorité, mais il y a toujours, ça bouge. Alors, ce staff-là, c'est bien d'avoir des staffs, justement. C'est ça, l'intelligence de constitution des staffs, c'est d'avoir des profils vachement différents. Et ça, c'est pourquoi des personnes construisent leur staff ensemble et bougent avec leur staff parce qu'ils savent que chacun aura un rôle particulier. Il y en a qui sont plus dans l'aspect de faire respecter les règles et d'autres qui vont passer un peu la pommade dans le staff Il faut vraiment pour écouter les joueurs. Mais je pense que c'est nécessaire. Cette génération de joueurs-là a besoin de se sentir écouté. Je dirais même a besoin de se sentir faisant partie de la décision. Alors malheureusement, et ça c'est une entrave du moment, certains dirigeants écoutent plus les joueurs aujourd'hui que les entraîneurs. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre au milieu de la ville.
Ok. Oui, Et Yannick. pour compléter un petit peu la définition, justement par rapport à ce qu'on est en train de dire, je dirais même que le bon entraîneur, c'est celui qui sera capable de définir un cadre de fonctionnement et qui soit accepté par tous et de permettre à tout le monde de rester dans ce cadre de fonctionnement-là. Et justement, ce cadre de fonctionnement, est-ce il est peut-être pas plus facile à instaurer quand on a un entraîneur qui a déjà gagné, qui a déjà eu des résultats, qui a déjà remporté des titres? Ça va dépendre, je pense, des publics qu'on a en face, des joueurs qu'on a en face. Alors, dans certains contextes, je pense que oui. Il y a la reconnaissance, justement, des titres. Mais l'autre anecdote, c'est que le public féminin, par exemple, Oui, ne fonctionne pas du tout comme ça. ah, c'est sûr. Autant les garçons, un coach qui est titré va arriver, il aura un préalable favorable, un prérequis favorable, alors que chez les filles, il faut prouver tout de suite par son action. Wilfried Tallien, vous étiez longtemps entraîneur de l'équipe féminine de RC Rivière Pilote. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cet aspect-là? Alors, c'est deux mondes complètement différents, hein. Les filles, déjà par rapport aux garçons, elles ont envie d'apprendre. Elles sont toujours en découverte. Euh, Tu vas leur dire, aujourd'hui, tu vas courir pendant 50 minutes, par exemple, même si c'est pas ce qu'on fait, elles vont le faire. Parce que le garçon, il va dire, moi, je vais jamais faire ça. Alors que la fille, elle, je vais raconter une anecdote. Dans un match que j'ai joué, parce que je travaille beaucoup tactiquement avec elle, j'ai utilisé 3 systèmes de jeu. J'ai fini même dans le match avec un système en sapin. D'accord, Et oui. c'était super facile de les faire avec, tandis qu'avec les garçons, c'est nettement compliqué. Les garçons, ils vont prendre du temps à comprendre, tandis que les filles, ça va nettement beaucoup plus vite. Dominique Jean, vous êtes quand même entraîneur principal d'une équipe de Régional 1, l'Espoir de Sainte-Luce, en Martinique. Alors, bonne entente dans le groupe ou obligation de résultat? C'est quoi le plus important? Ben, je crois qu'il faut pouvoir allier les deux. Aujourd'hui, on a, quels que soient les clubs, hein, des dirigeants qui sont dans l'attente de résultats. L'échéance, c'est la fin de saison. Donc oui, il faut pouvoir se maintenir. Oui, il faut pouvoir être champion. Il faut pouvoir allier les deux éléments. Et c'est pas tout le temps évident. Je crois que, par exemple, nous, à l'Espoir, on a eu une belle phase, une belle aventure en Coupe de France. Après 60 ans, l'Espoir n'avait gagné aucun trophée, entre guillemets. Donc pendant 15 jours, entre le match de l'Éveil et celui de Pontivy, la ville est en ébullition. Je crois que Oui. il y a longtemps que moi, je n'avais pas vu ça. On a été obligé de même faire des huis clos pour pouvoir travailler tranquillement à l'entraînement. Et puis ensuite, il y a eu la décompression avec des défaites, 3 défaites. Donc il fallait remobiliser tout le monde, remettre les pieds sur terre, remettre le bleu de travail surtout, et puis essayer d'avancer. Comment on peut dire qu'un entraîneur est compétent, selon vous? Ah, ça, c'est le problème de la définition de la compétence. Qu'est-ce que la compétence? Est-ce que la compétence, c'est justement arriver toujours à des résultats ou tirer le meilleur profit de son groupe? Alors, c'est vrai qu'on allie toujours la compétence à des résultats en tant que tel. Mais des fois, on peut avoir une équipe très moyenne et faire des résultats intéressants pour le niveau de l'équipe que l'on a à un moment donné. Oui. Donc, je pense que c'est souvent lié, Dominique en parlait tout à l'heure, Yannick aussi, du contexte dans lequel on est. Mais pour moi, la compétence de l'entraîneur, comme je disais au début, c'est tirer le meilleur profit des joueurs que l'on a pour exploiter au maximum leur potentiel. Mais Yannick Desmontil, personnellement, moi, je suis fan des entraîneurs stratèges. Où voilà, on ressent la tactique, il y a une stratégie. C'est pas ça, non? Oui, c'est un outil, c'est-à-dire qu'il il y aura plusieurs champs, hein. On a parlé tout à l'heure de la partie communication, il y a la partie analyse du jeu, il y a la partie, ça c'est des compétences qu'un entraîneur doit avoir. Il y a Et qui la passe partie dans un autre système, faire on doit. progresser, voilà, faire progresser ses joueurs, Ouais. mettre en place, faire accepter un projet de jeu de façon à ce que les joueurs puissent être dans le projet de jeu. Et après, la notion de plan de jeu, c'est-à-dire sur un match donné, faire appliquer des éléments tactiques précis. Donc, mais est-ce que, pour aller comme les supporters, est-ce qu'un entraîneur qui gagne tout le temps est compétent et est-ce qu'un entraîneur qui perd tout le temps n'est pas compétent? Il faut peut-être trouver entre les deux quelque chose. Et Voilà. justement, Wilfried Tallien, vous êtes entraîneur adjoint, mais vous passez aussi vos diplômes, le BMF. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, vous ne l'avez pas encore, c'est en cours, mais pendant que vous y êtes, dans ce processus d'apprentissage, d'obtention du diplôme, qu'est-ce que ça apporte? Mais ça apporte toujours de nouvelles solutions, déjà. Et quand on fait une comparaison par rapport au BMF il y a peut-être 10 ans, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils où on peut utiliser
au quotidien pour les joueurs. Ne serait-ce que pour nous aussi en tant qu'éducateurs, retransmettre aux autres éducateurs du club aussi. Parce qu'il y a plein d'éducateurs dans le club qui viennent, qui ne sont peut-être pas formés, qui n'ont pas le temps. Donc c'est à nous aussi de partager avec eux cela. Mario Boccali, en sélection, vous étiez plus. Votre perception, c'était plus faire évoluer le joueur en lui-même ou obtenir uniquement des résultats? Plus faire évoluer le joueur, parce que je pense que si on arrive justement le joueur à le faire évoluer, quand j'étais enseignant, je disais que si je n'ai pas l'enfant, je n'aurai pas l'élève. Oui. Donc l'objectif pour moi, c'est de toujours capter l'homme pour que le joueur soit meilleur. Et forcément, ça impacte le collectif. J'ai toujours cherché à faire ça, c'est d'optimiser chaque joueur pour qu'il aille de là. Parce que lorsqu'on est en sélection, il faut être encore à un autre niveau, faut montrer des choses tactiquement beaucoup plus importantes et aussi des valeurs plus importantes parce qu'on représente un territoire. Et je pense que pour représenter ce territoire-là, il faut d'autres valeurs. Donc pour moi, l'important, c'était d'abord d'impacter l'homme, le joueur et derrière le collectif. Dominique Jean, est-ce qu'on fait la même chose en club? Oui, on fait la même chose au club. Il est important, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans le monde associatif. Oui. Donc on développe l'homme. Oui, il vient sur ses moments de temps libre jouer au football, mais il faut aussi qu'on ait cette mission, je dirais cette mission de développer les futurs hommes. Ça dépend des catégories dont on dispose, mais c'est un élément fondamental à mon avis de la constitution du sportif. Ben voilà, on rentre maintenant dans le vrai deuxième thème en fait de cette émission. On va parler du quotidien maintenant de l'entraîneur martiniquais en 2026. C'est quoi une semaine type, messieurs, en club? Moi, j'ai une chance royale. Je n'ai plus cette semaine type. Non, je dis ça parce que les collègues sont là. Je ne sais pas si les employeurs vont entendre ça. Mais je pense que quand on est entraîneur d'équipe senior des fois, alors je parle des équipes seniors, hein, même de jeunes des fois maintenant aussi, on passe beaucoup plus de temps à réfléchir qu'à faire son propre boulot. Voilà, des fois. Donc, allez, donc, j'exagère, mais c'est vrai, c'est beaucoup de temps parce que c'est des échanges avec les adjoints. Et tous les jours, il y a des échanges avec les adjoints. Tous les jours aussi, il y a des échanges avec des joueurs pour pouvoir voilà, être sûr qu'on est exactement dans ce qu'on recherche, être au plus près de ce qu'on recherche, parce qu'on est un peu perfectionniste. Mais c'est beaucoup de temps pendant la semaine. Et c'est vrai que j'ai pas ça depuis 5 ans, ouais, ça a changé la vie un peu. Dominique Jean, on va quand même se diriger logiquement vers vous en tant qu'entraîneur principal. Comment on construit un projet de jeu ou bien un plan de jeu en fonction de l'adversaire donné sur une semaine? Alors, déjà, il faut tenir compte des joueurs à disposition. On peut avoir tous les projets de jeu ou les plans de jeu si on n'a pas la matière première pour pouvoir mettre en place, développer, adapter l'idée, on est en grande difficulté. Je crois qu'il faut tenir compte d'abord de ce qu'on a, des joueurs, et puis petit à petit, et je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, l'adaptabilité, s'adapter à l'effectif dont on dispose. Et pour revenir sur la semaine d'un coach, je crois que le seul jour de repos, entre guillemets, qu'on pourra avoir, c'est le dimanche. Et encore, quand on ne va pas voir les catégories de jeunes jouer, et je crois que c'est au détriment souvent de nos familles. On prend souvent sur nous, parce que pour se déplacer, pour partir en vacances, c'est à programmer des mois à l'avance. Je suppose. Parfois, on ne va pas tout le temps grandir nos enfants. D'accord. Mais en tout cas, au moins les familles sont au courant qu'on a cette passion qui nous anime et qui nous permet de continuer. Et oui, foot italien, comment ça se passe en R2, en Régional 2? Déjà, je pense qu'il faut avoir la chance d'avoir peut-être une femme qui aime le football. Parce que passer tout son temps au téléphone avec les adjoints, plus que sa femme dans une journée, je pense que ça aussi c'est important. Et alors nous, comme a dit Dominique, hein, c'est des joueurs avant tout qui font que la semaine d'entraînement sera agréable, on va dire. On a un préparateur physique qui s'appelle Jean-Marc Nikouaï, qui fait un excellent travail. Donc avec lui et puis Cédric Maximin, nous organisons la semaine la semaine suivante depuis le dimanche par rapport au match qu'on va effectuer le week-end. Et on va s'adapter par rapport au nombre de jours que nous avons à l'entraînement. Donc c'est comme ça toutes les semaines depuis le mois de janvier. Donc, c'est une question générale.
En Martinique, on ne peut pas vraiment planifier une semaine d'entraînement et parler, allez, cette semaine, on fait tactique, on fait technique. On ne peut pas forcément le faire. Oui, oui. Si, oui, Il y a je des- pense qu'on peut, hein. Mais il faut prévoir quand même par séance un plan A, un plan B, un plan C, en fonction du nombre de présents, puisque D'accord. forcément, il y a des impondérables et il faut pouvoir rebondir. Pas toujours évident, mais il faut anticiper. Mais justement, Yannick Desmontil, par exemple, si on a tout le monde aux entraînements, on travaille, on fait quoi à l'entraînement? On fait de la technique, on travaille de la technique, on fait de la tactique, du Alors, physique. Alors, justement, pour la première partie de la question, je pense que ça représente 2 à 3 heures par jour à peu près, comme on dit les collègues, hein. Juste une anecdote, quand j'entraînais au Diamant, par exemple, à l'époque, Oui. et à l'époque, il n'y avait pas l'effort fait limité. Donc, les premières choses que je négociais, c'était un téléphone. Donc, parce qu'on est en contact avec les coachs. Alors, dans le quotidien de l'entraîneur aussi, Dominique Corby allait observer les adversaires. Donc, et après, on a une semaine d'entraînement qu'on prépare en fonction du jour du match. On peut appeler une dominante athlétique à J-3 ou J-4 du match. À J+2, on est plus sur la récupération. Mais étant amateur ici, donc on a souvent, je vais dire, des séances dites mixtes, avec D'accord. une partie plus athlétique, une partie plus jeu, tactique, technique. Et en fonction des jours, on aura plus de technique tactique ou plus de physique en fonction du jour d'entraînement par rapport au match à venir. Mario Bocali. Ouais, moi, enfin, quand j'étais coach, c'est vrai que moi, ça me prenait beaucoup de temps, hein. C'est vrai que quand je regardais la fréquence des appels, comme vous le dit, j'ai toujours appelé plus. Mais aujourd'hui, moi, comme j'aime bien les programmations, Oui. donc moi, des fois, c'est 2, 3 semaines, j'avais déjà la programmation tactique. Bien sûr, je réajustais en fonction des matchs qui arrivaient. La programmation athlétique, c'était vraiment sur des semaines. Donc, on est sur 4, 5, 6 semaines, c'est programmé. Ça bouge pas. À la limite, c'est le facteur pour moi qui est le plus invariable, celui-là, sauf on regarde l'état physique aussi des joueurs. Et puis derrière, le projet de jeu, la tactique, ça, j'aimais bien programmer comme ça. Mais c'est vrai que ça demande du temps, mais c'est une passion, hein, c'est de le faire à un moment donné. Et en général, le lundi, alors si on met 3 entraînements sur une semaine, le lundi on fait quoi, le mardi on fait quoi et le jeudi on fait quoi du coup? Ça dépend si on a joué le vendredi ou si on a joué le samedi. Si c'est match vendredi, par exemple. Si c'est match vendredi, le lundi, c'est un jour où on peut travailler physiquement, puisqu'on est à J+3. Ça veut dire qu'on peut mettre un travail de puissance ou un travail de renforcement en fonction de ce qu'on a prévu dans notre programmation. Donc, puis ça dépend aussi des résultats du match, parce que des fois, on a prévu quelque chose et finalement, étant donné que l'aspect mental joue, donc eh ben, si on a perdu, on avait prévu de faire du renforcement, du travail sans ballon, du circuit training, peut-être qu'on va, c'est bien ça, peut-être qu'on va réadapter. Peut-être qu'on Ça va reste vraiment comme ça? Oui, oui, peut-être qu'on va oui. réadapter parce que L'objectif on va pas mettre, voilà, bien des sûr. résultats du week-end. Quand il y a la victoire, ben, tout le monde on est dans la bonne humeur, on est dans une dynamique positive, on peut être sur une séance beaucoup plus ludique. Ok. Quand on a perdu, ça traîne un peu les pieds, il faut échanger, il faut discuter, il faut trouver les solutions. Ouais. Le foot italien. Alors, même question, mais avec les filles et les jeunes, comment ça se passe? Avec les filles, c'est peut-être moins difficile de les motiver. Parce que, quand j'avais le Racing, on se retrouvait facilement à 20, 25 à l'entraînement C'est bien. toute la saison. Et j'avais déjà commencé à faire des séances vidéo avec elle aussi, à inclure ça dans mon programme. Et c'était vraiment, vraiment le top. Vraiment le top. Là, sur ça, j'ai une petite anecdote. Yannick et Dominique ont parlé beaucoup d'adaptabilité. Oui, J'ai entraîné longtemps avec Guy Michel. oui, oui. Et souvent, donc la même séance, on la revoyait 3 ou 4 fois. Et pendant la séance même, on se regardait des fois, on changeait la séance. Donc des fois, on a beau prévoir les choses et puis c'est ce feeling-là aussi à l'entraînement où on changeait les choses parce que plus perfectionniste, parce que la sensation qu'on a eu des joueurs sur un moment donné. Mais je crois que ce qui est très important, et on le dit en formation en ce moment aux éducateurs, c'est d'abord de programmer. C'est pas entre le moment où on prend sa voiture pour aller à l'entraînement, bon, qui ça manquait fait, ou encore pire, entre le moment où on prend le sac de ballon et on arrive sur le terrain, bon, qui ça manquait faire l'échauffement? Parce que je pense qu'il y en a comme ça. Et ça, le but pour nous, c'est de bannir ça. Voilà, d'être sur des éléments vraiment structurés et organisés. Alors, messieurs, vous êtes plus quoi? Team 3 entraînements par semaine ou team 4 entraînements par semaine? Tout dépend De la du période. jour de match, tout dépend de la période.
mais dans le contexte martiniquais, en tout cas en R1, nous, selon les périodes, l'Espoir, on est à 3 séances semaine, et en début, la phase de préparation, à 4. D'accord. Pareil en R2. Pareil, exactement. Et est-ce que quand il y a 3 entraînements par semaine programmés, donc je suppose que ce sont des entraînements collectifs, est-ce que vous demandez quand même des entraînements voilà, dans l'ombre aux joueurs où ils doivent travailler mais sans les coachs? Oui, la demande est effectuée. Maintenant, est-ce que c'est réellement exécuté? On va leur poser la question. De toute façon, on voit le week-end d'après ou on voit le lundi d'après si effectivement, par exemple, là, une période de carnaval qui va arriver. Euh, il y a un travail invisible, on va dire, Voilà, c'est ça. on va demander aux joueurs. Je sais qu'ils font ce travail invisible probablement dans les vidés. Mais bon, on verra à la reprise si effectivement le travail est effectué. Et après, cette nouvelle génération, ils aiment beaucoup aller à la salle de musculation. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on ne sait pas. Mais ils aiment bien se faire un petit peu muscler les bras et les Forcément, abdos. bien Force- sûr. Force du corps. Voilà, exactement. Donc, à ce niveau-là, nous, coach, on ne peut pas gérer ça. Alors, transition tout trouvée, il y a un thème qui a été cité pendant que vous parliez, c'est l'absentéisme aux entraînements ou parfois le manque de motivation. Messieurs, comment on fait face à ça? Yannick Desmontil. Ah, c'est une très bonne question. Et, on essaie déjà de savoir la cause. Des fois, ça peut être lié à des engagements pris par les clubs envers les joueurs. Des fois, ça peut être lié au contenu des séances, qui sont répétitives ou monotones. Ça peut être lié aux résultats. Ça peut être lié au discours, au climat d'entraînement qui est mis par le staff, puisque quand il y a des absents comme ça, il faut que tout le monde se remette un peu en cause. Donc, les coachs, déjà, eux se disent, est-ce que ça vient d'eux seulement? Donc, déjà, il y a comment dire, des recettes, entre guillemets, qui sont proposées, c'est-à-dire de changer l'ordre de la séance, c'est-à-dire de commencer par le jeu, interroger le joueur cadre. Il y a plusieurs leviers qu'on peut activer, mais on ne sait pas si ça fonctionne dans tous les contextes, etc. Donc, c'est vrai que c'est dans les échanges entre coachs, il y a beaucoup ça, hein, les absences, comment on peut traiter les choses, mais c'est souvent lié, comme Mario l'a évoqué tout à l'heure, hein, au fait que les joueurs on va dire, on peut le dire, hein, ont quasiment pris le pouvoir, entre guillemets, en Martinique. Et souvent, ils ne viennent plus aux entraînements pour mettre une forme de pression sur l'entraîneur. Ça peut arriver aussi. Ou, comme j'ai dit, ça peut être lié au contenu des séances. Mario Boccali, Ouais, moi, je pense que le contenu des séances est vraiment important. Après, ça dépend aussi des joueurs, hein. Il y en a qui sont des bosseurs, il y en a aussi. Alors, on dit aussi beaucoup que l'équipe vit bien. Quand l'équipe vit bien, tout le monde est là aussi. Puis la dynamique, comme Dominique disait, je pense qu'au moment où il était en dynamique Coupe de France, tout le monde était présent. Moi, j'ai une belle anecdote sur ça qui est vraiment contextuelle par rapport au carnaval. Je me souviens, j'étais au Golden, on avait une belle dynamique. oui. Et je dis aux joueurs qu'on fait un entraînement un jour dans le carnaval. Donc, j'avais choisi le mardi matin. Non, on avait choisi ensemble le mardi matin. Et bizarrement, je me dis, je vais à l'entraînement, mais persuadé qu'il y aura 3-4 joueurs, quoi. Ouais. Et quand j'arrive à l'entraînement, je vois que finalement, tous les gars sont là. Je pense qu'ils sont sortis de soir, ils sont venus directement pour certains. Et je me souviens d'un joueur qui me dit, coach, on nous fait séance là pour nous finir. Et puis ça, mais j'étais présent. Donc voilà, c'est créer une dynamique, on arrive à les avoir. Et puis, mais j'étais quand même assez surpris de ça. Mais je pense que c'est beaucoup le contenu aussi. Et puis, comme il y a des éléments qu'on ne gère pas dans les éducateurs, qui sont les éléments de négociation avec le club. Ça, c'est assez particulier aussi. Et dans les contextes, et puis c'est des dynamiques, hein. Quand on est dans une bonne dynamique, tout le monde a l'entraînement, hein, parce qu'ils savent qu'on peut obtenir de belles choses. Dominique Jean, quelle place accordez-vous aux outils numériques comme l'analyse vidéo, la communication, par exemple, sur les réseaux sociaux? C'est important? Oui, c'est important. Aujourd'hui, il y a ces moyens d'être disponibles. Il faut les utiliser. L'analyse vidéo, ça me permet aussi de gagner du temps. Ça nous permet de voir les adversaires, quels qu'ils soient, sur les 2, 3, 4, 5 derniers matchs, et voir où pourrait être la faille. Mais c'est aussi valable pour nos adversaires qui peuvent nous observer. Oui, oui. Et pour donner l'exemple, hein, en Coupe de France, le coach de Pontivy m'indique qu'il a vu nos 3 derniers matchs et lors de son briefing d'avant-match, il a mis déjà la composition d'équipe que nous envisageons de faire contre eux. Donc, pour dire que quand on a ces moyens-là, il faut pouvoir les utiliser. Voilà.
Ça me fait rire quand même. Wilfried? Alors nous, à l'Olympique en ce moment, depuis 3 matchs, on a essayé de retrouver notre formule pour la préparation des jours de match dans le vestiaire. Nous, les coachs, on ne parle plus. On utilise le réseau social WhatsApp. Au moment où avant, disons, au début de saison, on disait personne ne touche au portable. Là, on dit tout le monde prend son portable. Et on a un groupe où c'est marqué tactique de match. On a le discours qui apparaît, ensuite le plan de jeu, collectif et individuel, le système qu'on va jouer, le plan A, le plan B, etc. Donc maintenant, depuis 3 matchs, on fonctionne comme ça. Bon, jusqu'à maintenant, je touche du bois, ça paye. D'accord. Donc on va continuer comme ça. Et est-ce que justement ces outils-là, alors c'est une question que je vais poser, est-ce que ces outils-là renforcent l'absentéisme aux entraînements ou bien réduit l'absentéisme aux entraînements? Je pense que ça n'a rien à voir, moi. Ça n'a rien à voir? Non, je pense que ça n'a rien à voir parce que c'est Pas une d'impact. question aussi de. Au début de saison, tu as peut-être un groupe de joueurs de 25-30 joueurs, mais on sait pertinemment, même si notre rôle c'est de garder tout le monde jusqu'à bon port, qu'on ne va pas finir avec tout ça de joueurs. D'accord. Et les joueurs qui, entre guillemets, vont se dire qu'ils n'ont pas le niveau, ils vont s'écarter d'eux-mêmes. Oui, je partage aussi ce point de vue. Il n'y a pas d'impact. D'accord. Bon, messieurs, une question indiscrète. Comment on réagit face à un échec ou à une série de mauvais résultats? Là, je parle aux hommes de terrain, là. Je crois que c'est une question de caractère. Il y a un petit adage qui dit la victoire a son père et la défaite est toujours orpheline. Donc, par conséquent, quand on perd, c'est toujours de la faute du coach, du staff. Quand on gagne, les joueurs. Donc, il faut pouvoir rebondir, analyser, faire son autocritique. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et puis, tâcher de trouver les pistes afin de rebondir. Je crois que dans le sport, dans le foot, il n'y a pas de secret, en tout cas pour moi. Le travail paye toujours, le travail va payer. Donc, il faut continuer de bosser. Alors, nous, à l'Olympique, on a perdu 5 points. Administrativement, oui. On a perdu 5 points. Donc, lorsqu'on a eu la nouvelle, donc les joueurs n'étaient pas encore au courant lorsqu'on l'a eu. Donc, du coup, on a appelé chaque joueur individuellement pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Et on a dit tout le monde en rendez-vous au siège le soir. Et on a pris une décision tous ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ou bien on va dire les bois? Et ils ont tous répondu, coach. On va faire un montada. Donc, ça seulement, ça te donne déjà envie, en tant que coach, de mouiller le maillot, de montrer aux joueurs qu'il y a des solutions. Et justement, ça a payé parce que après ces décisions-là, vous gagnez 3-2 l'éclair. Oui, exactement, ouais, exactement. Donc les joueurs sont, même si on se retrouve à Montréal à l'entraînement, mais comme on l'a dit, 6 à 14 nous aller, c'est 14 guerriers. Et ça prouve qu'eux, ils ne sont pas que de la bouche, ils sont sur le terrain aussi, ils mouillent le maillot, ils ont envie de sauver le club. Yannick Desmoutils. Oui, pour continuer dans ce sens, hein, je pense que déjà, il ne faut pas tout de suite réagir à chaud. Il faut prendre le temps de l'analyse, de chercher les causes éventuelles, se remettre en question. Et puis après s'appuyer, je pense, sur ce qui a été fait de bien par le passé, puisque c'est dans les moments de doute et d'échec qu'on s'appuie sur ces bases. Donc s'appuyer sur ça, et puis comme a dit Dominique, hein, se remettre à bosser, remettre tout le monde au travail. Mais c'est pas dérangeant de, voilà, le téléphone sonne parfois. Allô, président, oui, ne viens pas lundi. On ressent, oui, il faut garder son calme, mais comment on réagit? C'est-à-dire, si on annonce à l'éducateur qu'il est remercié. Quand l'éducateur. Une anecdote, je connais un éducateur qui s'est fait remercier par SMS. Et envoyé du groupe. Et enlevé du groupe de WhatsApp. Je vois qui répondait. Vous voyez qui? Donc, ça veut dire que, pour moi, c'est pas les petits pas à jouer. Ça veut dire ça fait partie du truc. Hein. Et puis, il faut apprendre à relativiser après. Ce n'est que du foot, finalement. Hein. Donc, on n'est même pas pro. Oui. Donc, voilà, il faut savoir relativiser, même si on est tous des passionnés, mais il faut. Et c'est avec l'expérience, je pense qu'on se dit qu'on analyse comme ça. Peut-être que les jeunes éducateurs ça va être la fin du monde, entre guillemets, alors que finalement, il faut relativiser. Et puis, voilà. Mario, une anecdote, Ouais, un pour conseil? moi, il y a 2 choses par rapport à ça. Il y aura une petite analyse et un conseil. Oui. La première chose, c'est vraiment, des fois, on s'appuie beaucoup sur notre staff dans ces moments quand c'est compliqué, D'accord. et sur nos joueurs cadres, pour avoir des échanges avec eux, pour essayer de trouver
une cause, pas une défaite, hein, mais une série de, parce que là, il y a des questions, donc ça, c'est les éléments. Et puis derrière, plus on a expérimenté, plus peut-être on sait analyser le groupe, essayer de trouver des solutions. Soit on commence par des entraînements ludiques, soit on bouge un peu les choses, les compos d'équipe. En fait, il n'y a pas de recette, mais il y a vraiment de l'observation, et puis trouver des solutions. Moi, et puis le petit conseil, c'est par rapport à ce que Yannick dit, c'est, je pense que souvent, quand on a l'occasion de perdre beaucoup de matchs ou encore de descendre avec une équipe, on est souvent marqué affectivement, psychologiquement, mentalement, comme on veut, par ces défaites ou la descente. J'ai eu le cas, moi, par exemple, avec le réveil sportif. Et comme Yannick dit, une fois, je suis à un feu, malgré le fait qu'on était descendu avec le réveil, donc quelque chose qui m'a marqué. J'ai pris beaucoup de temps avant de me remettre. Et j'ai un supporter du réveil que je croise à un feu, à Fort-de-France. Je suis dans ma voiture, dans sa voiture. Il me dit, au fait, merci pour son verre. Alors je me dis, je ne comprends pas comment, ayant passé 4 ans, il me disait merci pour la commune. Mais en fait, c'était juste ce que Yannick dit. Lui, il a vu ce qui s'est fait pendant 4 ans. Donc j'ai eu 2 ans avec Charles Bonnet, 2 ans sans Charles, avec l'évolution qu'il y a eu dans le club à un moment donné. Et je pense qu'on se dévalorise, mais souvent, on n'aime pas toujours voir ce qu'on fait de bien. Et on voit toujours ce qu'on fait de bien. Mais c'est lié quand même à la culture antillaise. La culture antillaise n'aime pas trop encourager, aime plutôt stigmatiser ce qui n'est pas bon. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est se rattacher aussi à ce qu'on fait bien pour ne pas se perdre. Parce qu'à un moment donné, on risque soit de se démotiver, soit d'arrêter. Or, c'est quelque chose de passionnant. Et comme Yannick dit, je le dis souvent aux gens, ce n'est que du football. Donc, voilà. Est-ce que la famille, elle aide à réconforter quand ça va pas? Oui, la famille aide à réconforter. Et même parfois, la famille nous dit, bon, écoute, arrête, tu seras mieux avec nous, au plus près de nous. Mais oui, la famille compte. Quand on a la chance d'avoir des personnes qui comprennent notre passion. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas, messieurs, que le, le groupe nominal, le discours ne passe plus, enfin le groupe verbal même, ne passe plus? C'est pas un discours à la mode auprès des joueurs, le discours ne passe plus. Après, tu vas changer un entraîneur, mais tu ne vas pas changer toute une équipe. Donc, c'est plus facile pour un président de changer son staff que de changer 25 joueurs. Donc, pour moi, c'est entre guillemets, un faux débat, puisque ça va toujours continuer. On a l'exemple de l'entraîneur olympique de Marseille qui a été licencié. Des Herbie. Des Herbie, tu ne vas pas licencier tous les joueurs. Donc, ça va toujours exister et ça va continuer. Moi, je pense qu'il y a aussi des effets de mimétisme qu'on a ici en Martinique par rapport justement au monde pro. Et cette année, j'ai remarqué qu'on a des communiqués qui ressemblent aux communiqués que les clubs font. C'est ça. Et on remercie un entraîneur et on fait un communiqué, on le remercie pour le travail, etc. Ça, c'est un effet de mimétisme. C'est comme quand on dit le discours ne passe plus. Donc, c'est un peu ça qu'il y a. Et puis, en termes d'anecdotes avec les collègues, on parle souvent au travail, on a dit à un collègue à nous qui récemment avait une déconvenue dans un club. Par rapport à la première question, on dit pourquoi bon entraîneur si on peut mettre au dehors. Donc, ça peut être une définition du bon entraîneur. Et si on démissionne? C'est dit, oui, c'est autre chose. Oui, si tu n'es pas en difficulté, voilà. Mais mettez dehors, oui, c'est ça. C'est là qu'on verra sa capacité de rebond. D'accord, ok. Voilà, Ouais, moi, je trouve que sur ça, aujourd'hui, j'entends beaucoup de phrases dans les interviews d'après-match. Projet. Oui. Je pense qu'il y a très peu de présidents dans des projets, c'est-à-dire des projets à long terme. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une espèce, comme Yannick dit, de mimétisme. Donc, voilà, dans le monde pro, ça se passe comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent avec un champ tellement réduit d'éducateurs, d'entraîneurs capables d'avoir les diplômes pour entraîner. Finalement, ils retombent sur le pied et surtout, ils choisissent par défaut des entraîneurs aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde se dit en projet, mais en fait, pas ni pièce projet pour la plupart des dirigeants. Des fois, ils sont pressés d'avoir du résultat. Les dirigeants sélectionnent des entraîneurs parce qu'ils ont un diplôme aussi. Oui, et puis ils ont du mal à se dire, bon voilà, je décide vraiment, mais vraiment d'aller sur 3 ans. La première année, on fera, c'est la deuxième. Mais souvent, quand ils voient qu'après la première année, il y a des résultats qui sont inespérés, ils s'emballent, et puis il suffit qu'il y ait quelques petits... Ah, finalement, c'est entraîneur qui pas bon. On oublie.
Eh ben, il y a Ouais. des clubs, on parlait de résultats et de projets, il y a des clubs dans le monde professionnel comme Arsenal, le Paris Saint-Germain qui ont fonctionné comme ça, des périodes longues. Et à la fin, ils ont obtenu des résultats. Arsenal a fait avec Wenger, ça a été très long. Ils insistent avec Arteta, je ne sais pas si ce sera la bonne année, mais ça semble être une année correcte pour eux. Ça, c'est des profils aussi hein, de clubs avec de la patience. Et quand on regarde City, City quand même a patienté avant de gagner la Champions League. Oui. Guardiola était en difficulté l'année dernière. Ils l'ont maintenu parce qu'ils savent qu'il est capable de remettre le bateau à flot, c'est ça. Mais on a l'impression qu'ici, que les présidents sont encore plus pressés que de la Première Ligue ou en Ligue 1. C'est vrai, c'est vrai. Il reste 10 minutes, messieurs. On va passer quand même à une question synthèse. Alors, faut-il privilégier les résultats ou bien le développement des joueurs, mais j'ai presque envie de dire de l'homme, voilà, donc sur le terrain, au niveau mental, dans la société. Malgré En la synthèse. recherche de résultats, oui, il faut développer. Oui, il faut développer les joueurs, il faut développer les hommes. Et petite anecdote, hein, il y a quelques années, ça fait 20 ans que je coach en senior, et bon nombre de jeunes joueurs ont pu jouer leur premier match sous ma direction. Et c'est avec plaisir aujourd'hui qu'ils me rappellent quand on se croise, coach, c'est toi qui m'as fait jouer mon premier match en senior. Et je vous avoue que ça fait plaisir qu'aujourd'hui encore, 20 ans après, on puisse se croiser, on puisse échanger, on voit l'évolution du jeune joueur qui est devenu aujourd'hui homme. Je vais vous nommer un joueur que vous connaissez très bien. Il s'appelle Soran Brigitte. Oui. Qu'avez-vous à nous dire sur ce joueur? Je crois que Soran a aujourd'hui 16 ans. Depuis 3-4 mois, il fait partie intégrante de notre équipe. Il a su patienter. C'est un garçon qui est tout le temps dans la recherche d'informations. Il veut comprendre, il veut bien analyser les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, son travail paye. Et c'est un lycéen, il est fier de l'être. Et je crois que c'est avec plaisir qu'il porte les couleurs de l'espoir et qu'il se bat au quotidien pour pouvoir jouer dans l'équipe senior. Wilfried Italien, même question. Faut-il privilégier les résultats ou bien le développement de l'homme, des joueurs? Alors, si c'est pour parler de moi déjà avant tout, Oui. sur le plateau ici, il y a Mario et Yannick qui ont été mes coachs. Oui, d'accord, je savais Donc, pas. oui, Yannick a été mon coach, Mario aussi en sélection. Donc, si aujourd'hui je suis un homme aussi, c'est grâce à eux. Donc, ils ont été à un moment donné mes éducateurs. Donc, je tiens à les remercier aussi pour cela. Et si aussi aujourd'hui je suis éducateur, c'est par rapport à eux aussi. Parce que j'observe beaucoup et j'essaie d'apprendre de tout un chacun que j'ai eu comme éducateur. Donc, pour revenir à la question, pour moi, j'aurais préféré l'homme au résultat. Parce que le résultat, pour moi, c'est éphémère. Demain matin, tu vas dire que tu as gagné un titre de champion. Dans 10 ans, on va te dire, tu as fait quoi? Tu es devenu quoi? Tu es où? Tu travailles où? Tu es comment dans la société? Donc pour moi, le plus important, c'est d'avoir un homme dans la société qu'un résultat. Donc, quand je dis homme, c'est homme avec grand Oui, oui, H. oui, hein. bien sûr, bien sûr. On inclut Les femmes les aussi. femmes Oui, oui, aussi. bien sûr. Avec Desmontil, votre avis? Mais pour moi, à l'idéal, ça serait que le résultat soit la conséquence du développement de l'homme. C'est Après, sûr. en fonction des contextes et des projets des clubs, quand il y en a un, on va être sur un curseur plus développement, si on nous donne le temps en tant qu'éducateur, ou sur le curseur résultat. Mais pour moi, les deux ne sont pas à séparer. Pour moi, les deux doivent C'est aller, complémentaire. doivent aller de pair, doivent être complémentaires. Et après, c'est par rapport aux valeurs du club et de l'éducateur, du staff et des dirigeants qui mettent plus ou moins en avant la formation et le développement de l'homme. Je vais faire de même avec vous par rapport à Dominique. Si je vous cite Rodrigo Del comme joueur, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est un joueur que j'ai eu la chance d'encadrer aussi, tout comme Mario là, en sélection. C'est un joueur que j'ai eu aussi très tôt, quand j'entraînais à l'époque le 16 Vauclinois, je crois. Il était à U17, il sortait du Stade Spiritain. Il y en a d'autres aussi hein, qu'on a pu lancer, que j'ai eu la chance de lancer, de participer à leur formation. Et c'est des joueurs qui, effectivement, comme disait Wilfried hein, et Dominique, qu'on rencontre, avec qui on échange. Maintenant, il est dans un parcours de formation, il est d'ailleurs coach, Rodrigue. Donc, effectivement, c'est une fierté hein, pour nous d'avoir contribué au développement et à l'évolution de joueurs. Donc, effectivement, c'est un très bon exemple et c'est un joueur que je suivais
et que j'ai vraiment aimé encadrer au Diamant. Mario? Oui, moi, je suis d'abord un éducateur, donc forcément, j'ai cette fibre, forcément, sur l'éducation. Mais comme les collègues disaient, dans la compétition, on arrive pas mal à éduquer. Parce que c'est surtout quand ça perd qu'on a le moment d'éducation. Parce que souvent, il y a toujours une espèce de causalité externe. C'est l'arbitre, c'est le terrain, c'est beaucoup de choses. Et souvent là qu'on arrive à appuyer sur certains leviers d'éducation. Dans la victoire aussi, on apprend des valeurs d'humilité, des valeurs aussi de pouvoir gagner ensemble et de ne pas s'attribuer toute la réussite, donc d'attribuer la réussite aussi au collectif. Et je pense que la compétition, je pense que c'est ce qui nous aide le plus, parce que c'est dans la compétition que finalement, la vraie personne se révèle. C'est-à-dire, quand elle est en difficulté, ça se voit tout de suite, elle réagit de suite. Et quand elle gagne aussi, elle réagit tout de suite. Donc, je pense que ce sont des éléments, on peut pas les dissocier, comme Yannick disait, c'est dans les deux qu'on va réussir à faire l'éducation. Alors, Mario Bocali, j'ai des noms à nommer pour vous au lieu d'un. Je vais commencer par Sébastien Crétinoir. Quel rôle il a joué en tant que capitaine de votre sélection de Martinique? Fondamental, parce que je l'ai trouvé déjà en sélection déjà. Il a été vraiment une personne ressource aussi pour nous lorsqu'on est arrivé, le staff. Ça a été beaucoup d'échanges. Je suis arrivé à un moment donné où il était au Golden Lion, où il y avait une grosse tension avec le club franciscain. Donc ça a été Stéphane Abol et lui, c'est des joueurs avec qui j'ai beaucoup discuté justement pour apaiser ça. C'était mon second nom, Stéphane Abol. Ouais. Alors c'est le joueur dont beaucoup parlent, on dit beaucoup de choses, mais à l'entraînement, c'est un joueur qui bosse. Au match, il triche pas non plus. Donc c'est un joueur, ces deux joueurs-là, c'est deux joueurs où j'ai eu beaucoup de plaisir à manager et finalement pas de difficulté à les manager, c'est surtout ce qui est important. Mais c'est des joueurs de haut niveau qui n'avaient pour moi rien à faire en Martinique, même si on est content de les avoir parce qu'on les voit jouer tout le temps. Mais à un moment donné, au meilleur de leur forme, c'est des joueurs qui n'auraient pas dû jouer en Martinique vu leur niveau. Et enfin, Kevin Parsemin, ce sera mon dernier. Ouais, Kevin, ça a été un joueur aussi avec lequel on a eu beaucoup de discussions. Il y a eu aussi la presse qui a essayé d'exploiter des malentendus qui n'étaient pas du tout là avec Kevin. On a toujours une relation très professionnelle avec Pars en sélection et puis on a toujours pris un plaisir à travailler ensemble malgré ce que les gens ont voulu faire passer à un moment donné. Et dans les gens, je vous dis, une fois, l'anecdote, je rencontre même Kevin à l'hôtel, quand je discute avec lui, ma femme me dit, mais comment tu as pas un problème avec Kevin Parsemin? Elle m'a dit, ben, même où on ça. Donc voilà, donc finalement, c'est pour montrer comment ça peut aller loin, mais on a toujours une réaction. D'ailleurs, au moment où il quitte la sélection, je lui ai dit 2 fois, avec un autre coach qu'on a eu, que moi, je souhaite, lui, il quitte, mais moi, je souhaite justement qu'il revienne en sélection. Il m'a dit, coach, je m'arrête au moment. Donc voilà. D'accord. Donc, messieurs, autour de cette table, on est plus attaché au développement du joueur et de l'homme, si je comprends bien. Oui. Oui. Parfait. Si je parle sélection maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez pour la sélection? Est-ce que c'est les résultats ou bien le développement des hommes? Toujours, à mon sens, les deux. Et puis, oui, aussi les résultats, de façon à ce que notre sélection puisse continuer à rayonner. Je crois qu'il y a une nouvelle dynamique lancée. Donnons la chance à cette sélection de continuer de vivre et de progresser. Et je rejoins totalement Dominique. Ils viennent de s'installer, donc laissons leur temps d'exploiter tout ce qu'ils veulent mettre en place. Et on verra au bout du cycle où on est la sélection. Oui, la sélection, je pense que c'est une bonne chose de s'être réorienté, réorienté, je dirais, au niveau du football local. Les ouvertures qui ont été faites aussi par rapport à la R2, on a des joueurs de R2, donc je pense que c'est une bonne chose. C'est une phase de prise en main et de préparation des échéances à venir. Donc, je suis ça avec attention et effectivement, je pense que c'est une très bonne chose. Mais sous la sélection, on est peut-être moins impactant sous les valeurs de l'homme. Pourquoi? On les a très peu de temps. Mais on reste toujours, et encore plus, sous l'exemplarité des joueurs. Alors c'est vrai que on a quelque chose qui est encore plus important parce qu'on représente, comme je le disais souvent, on représente pas seulement les Martiniquais qui vivent en Martinique. On représente les Martiniquais qui vivent partout. Et même des fois, on a une gomme qui n'écoute pas les matchs, mais elle va écouter les matchs de sélection. Donc, on est peut-être plus rigoureux dans le petit temps qu'on les a, parce que
c'est important qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient transgressifs dans ce moment-là où on sélection, parce que vraiment, on est encore plus regardé. D'ailleurs, les sanctions pour les joueurs de sélection sont encore plus importantes que les joueurs classiques. Donc, ça veut dire que... CAF ou bien Non, interne? sur la Ligue, à un moment D'accord. donné. Les joueurs savent à un moment donné, quand ils sont en sélection, que la sanction peut être plus importante. Parce qu'à un moment donné, on a ça. Donc, c'est vrai qu'on est moins impactant sur la durée avec eux, parce qu'on les a très peu finalement pendant l'année. Au club, on les a de façon quotidienne. Mais on est plus sec sur la partie des valeurs et sur le cadre, comme Yannick disait en début d'émission, sur le cadre que l'on met en place. On est encore plus exigeant. Eh bien, messieurs, on a fait le tour des thèmes que j'avais préparés. Merci en tout cas pour tout, pour votre présence, pour vos analyses. En tout cas, je tiens à remercier également toutes ceux et celles qui ont préparé et qui ont réalisé cette émission, cette 9e table du foot. Voilà, je donne un teaser quand même. Rendez-vous le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour une table du foot spécial football féminin. Voilà, j'en dis pas plus. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.